Mon père a légué notre maison de 2,5 millions d'euros à mon frère. Alors que j'étais sidéré de n'obtenir que de simples remerciements, mon papy s'est levé. Sa révélation a laissé tout le monde sous le choc. L'acte a été signé un mardi. Mon grand-père l'a signé à 9h14 du matin, selon le sceau du notaire dans le coin inférieur gauche. Et je connais cette heure car j'ai regardé ce sceau plus de fois que je ne peux le compter. Le 14 septembre de la même semaine, mon père s'est tenu devant 43 membres de la famille à la maison du lac des Duval et a expliqué à voix haute pourquoi je n'avais pas ma place à la table des adultes. Il ne connaissait pas encore l'acte. Personne ne le connaissait. C'est la chose avec les gens discrets. Ils ont tendance à agir en premier. Je m'appelle René. Je suis avocate spécialisée en succession. J'ai passé 14 ans à aider les familles à diviser ce que les défunts ont laissé derrière eux. Et je peux vous dire avec une certitude clinique, il n'y a pas de document plus honnête qu'un testament et pas de moment plus révélateur que sa lecture. Ce que les gens croient leur être dû vous dit tout sur ce qu'ils pensent valoir. Cette histoire parle d'une maison d'une valeur de 2,5 millions d'euros. D'un grand-père qui disait très peu et planifiait tout, et d'un père qui a confondu le silence avec la reddition toute sa vie. Je suis devenue avocate spécialisée en succession grâce à mon grand-père. Non pas parce qu'il m'y a poussé. Papy Léon ne poussait pas. Il suggérait. Il montrait. Il m'a tendu un article de journal sur une femme qui avait perdu sa maison parce que son nom ne figurait pas sur l'acte. Et il a dit dans son anglais soigné et accentué, « René, le papier est permanent. Les gens ne le sont pas. » Il est venu dans ce pays avec 400 € et un frère qui est mort avant d'avoir 40 ans. Il a construit une entreprise d'aménagement paysager à partir d'un seul camion emprunté. Il a acheté la maison du domaine des Platanes en 1979 pour 87 000 €. 4 chambres, un porche enveloppant, 2 hectares de terrain qu'il a entretenu lui-même jusqu'à ses 81 ans. Au moment où j'étais en faculté de droit, des propriétés comparables dans ce quartier se vendaient pour plus de 2 millions d'euros. Au moment où cette histoire se termine, l'estimation lirait 2,47 millions d'euros. Papy Léon était précis avec l'argent comme le sont souvent les immigrants. Quand l'argent était autrefois la seule chose qui les séparait de la catastrophe, il tenait ses propres registres à la main. Il se souvenait du coût de chaque achat important qu'il avait jamais fait. C'était le genre d'homme qui lisait les contrats avant de les signer et gardait chaque reçu dans une boîte à chaussures étiquetée par année. J'ai appris de lui. Mon père, Daniel, est son fils. Mon oncle Marc est aussi son fils. Mon frère Théo est le fils de Daniel, ce qui fait de Théo le petit-fils de Papy Léon. Cela aura son importance. En grandissant, notre famille fonctionnait sur une arithmétique tacite mais très lisible. Daniel était l'enfant prodige. Il était plus bruyant, plus flamboyant, plus présent. Il appelait Papy Léon chaque dimanche sans faute, s'asseyait à sa droite à chaque table de fête, donnait son avis sur tout ce que le vieil homme possédait. Il était aussi discrètement pas particulièrement doué avec l'argent. 3 échecs de restaurant. Un bateau qu'il ne pouvait pas se permettre et qu'il a vendu à perte. Une maison à Aix-en-Provence qui a été vendue à découvert en 2011. Mais il était là. Il manifestait sa loyauté dans la monnaie que la famille reconnaissait, le volume et la visibilité. Je me montrais différemment. J'envoyais de l'argent sans qu'on me le demande. Je révisais les contrats de location de Papy quand il louait le studio arrière de la propriété. Je conduisais les 3 heures jusqu'au domaine des Platanes chaque février pour l'aider à remplir ses impôts. Je m'asseyais avec lui à l'hôpital en 2019 quand il a eu son incident cardiaque. Et je m'asseyais avec le cardiologue et prenais des notes sur un bloc-notes juridique tandis que mon père envoyait des fleurs et une carte disant « Pensons à toi ». Personne n'appelait ce que je faisais de la loyauté. Ils appelaient ça « René étant René ». Je n'appelais ça rien. Je le faisais, c'est tout. La réunion de famille des Duval a lieu chaque août dans une maison du lac louée dans les Vosges. Une quarantaine de personnes, 3 générations. Une location qui coûte environ 12 000 € par an, que mon père se porte volontaire d'organiser depuis 2015, ce que tout le monde interprète comme étant à sa charge, ce qui n'est pas le cas. Le coût est divisé par foyer, et mon foyer a payé notre part chaque année à temps via virement bancaire, sans fanfare. Ce mois d'août particulier, Théo venait de réussir l'examen du barreau. Théo a 28 ans. Théo est le genre de personne qui acceptait les félicitations comme son héritage naturel et qui planifiait depuis environ l'âge de 22 ans de prendre en charge les actifs familiaux,
une phrase qu'il utilisait sans ironie, comme s'il y avait des actifs détenus en fiducie pour lui. Mon père a porté un toast. Je n'ai pas les mots exacts enregistrés quelque part, mais j'en ai le souvenir logé quelque part près de mon sternum, alors je vous donnerai la transcription approximative. Il a levé son verre et a parlé d'héritage, des Duval, de ce que signifiait porter un nom. Il a parlé de Théo et de l'examen du barreau et de la façon dont cette famille avait toujours pris soin des siens. Et puis il m'a regardé à travers la table. J'étais assise à l'extrémité, à côté de ma grand-mère qui avait observé toute la scène en tenant son verre d'eau très immobile, et il a dit, certains d'entre nous ont bâti des carrières en disant aux autres comment gérer leur argent. Théo, lui, va réellement en faire quelque chose. Il a ri. Plusieurs personnes ont ri. Mon oncle Marc a ri le plus fort. Ma grand-mère a posé son verre d'eau sur la table avec un petit clic précis. J'ai souri. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai noté la date, l'heure, 19h48, et les mots approximatifs, parce que c'est ce que je fais. Je documente. L'habitude s'est enclenchée avant mes sentiments. Et au moment où mes sentiments ont rattrapé, j'avais déjà créé le dossier. Plus tard cette nuit-là, assise dans la chambre que je partageais avec mon mari, j'ai ouvert mon ordinateur portable et relu les brouillons de documents que Papy Léon m'avait envoyés 2 mois plus tôt pour mon examen professionnel. Il m'avait demandé de les examiner en tant que son avocate. Il l'avait dit très délibérément, non pas en tant que sa petite fille, mais en tant que son avocate. Je les ai lus cette nuit-là avec des yeux différents de ceux que j'avais eus en juin. Papy Léon est décédé le 3 novembre. Il avait 87 ans. Il est mort dans son propre lit au domaine des Platanes, ce qu'il avait souhaité. Et l'infirmière des soins palliatifs qui était avec lui a dit qu'il était calme. Il avait été calme toute sa vie. C'était la chose en lui que la plupart des gens prenaient pour de la passivité. L'avocat qui s'est occupé de sa succession était un homme nommé Gérald Dubois, un associé d'un petit cabinet du chef-lieu du département, à environ 20 minutes de la maison. Papy Léon avait travaillé avec Gérald pendant plus d'une décennie. Gérald m'a appelé 2 jours après les funérailles et m'a demandé de venir à son bureau, non pas à la lecture avec la famille, qui était prévue pour le samedi suivant. Il voulait me parler d'abord. J'y suis allé un jeudi matin. J'étais assise en face de Gérald dans son bureau avec ses volumes juridiques et son odeur de vieux papier et il a fait glisser un document sur le bureau vers moi, un instrument de fiducie, une fiducie révocable exécutée le 14 septembre de cette année-là. Papy Léon avait transféré le titre de propriété du domaine des Platanes à la fiducie en septembre. La fiducie nommait un seul bénéficiaire pour le bien immobilier. Moi, pas mon père, pas Théo. Moi, René, listé par mon nom légal complet, décrite en une seule phrase que je ne reproduirai pas en entier, mais qui se traduisait par « celle qui lisait les documents ». Il avait écrit une lettre à Gérald et me l'avait remise dans une enveloppe scellée. Je l'ai mise dans mon sac sans l'ouvrir. Je n'étais pas prête à la lire devant qui que ce soit. Le deuxième document que Gérald m'a montré était un billet à ordre daté de 2009. Mon père avait emprunté 340 000 € à Papy Léon lors de l'effondrement de son restaurant. Le billet comportait un échéancier de remboursement. Le billet n'avait jamais été remboursé. Le billet avait un solde actuel avec intérêt composé de 412 000 €. Mon oncle Marc avait un billet similaire, 180 000 € emprunté en 2014, jamais remboursé. Gérald m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit « Votre grand-père voulait que vous compreniez la situation dans son ensemble avant samedi. » J'ai tout lu 3 fois. Je suis rentré chez moi. Je suis resté assise dans ma cuisine pendant 2 heures sans allumer les lumières. Mon grand-père n'avait pas été passif. Il avait été patient. Il y a une différence que ma famille avait mis des décennies à ne pas comprendre. La famille est arrivée au bureau de Gérald samedi dans l'esprit des gens assistant à une fête d'anniversaire où ils s'attendaient à recevoir des cadeaux. Mon père portait un blazer. Théo portait une cravate. Mon oncle Marc a amené sa petite amie qui n'était nommée dans aucun document et n'avait aucune légitimité légale à être là. Mais personne n'a rien dit. Ils avaient parlé. Je le sais parce que ma cousine Clara, la fille de Marc, la seule personne à la réunion des Duval qui n'avait pas ri, m'a envoyé un message le jeudi précédent pour me dire que son père et le mien avaient été au téléphone pendant 3 soirées consécutives. Que Théo avait déjà appelé un agent immobilier au sujet de la propriété du domaine des Platanes, que l'agent avait comparé les prix. Théo a mentionné à Clara qu'il prévoyait de la mettre en vente au printemps une fois que nous aurions réglé les formalités.
Il a dit, nous, à la maison du lac. J'avais souri et pris mon téléphone. Le jeudi après l'appel de Gérald, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma propre avocate, pas Gérald, mon avocate personnelle, et lui ai dit de préparer des lettres. Gérald a commencé la lecture par un résumé de la succession. Les actifs liquides, environ 280 000 €, ont été distribués comme papy l'avait spécifié. Une partie à ma grand-mère, une partie divisée équitablement entre tous les petits-enfants. Un petit legs à l'organisation de soins palliatifs. Standard, clair. Personne dans cette pièce n'a manifesté d'alarme. Puis Gérald a abordé le bien immobilier. Il a lu l'acte de fiducie en entier. Il a nommé le bénéficiaire. Le visage de mon père a traversé 3 expressions distinctes en environ 4 secondes. La première était la confusion. La seconde était ce que je ne peux décrire que comme de l'arithmétique. Il recalculait rapidement quelque chose. La troisième était le visage que font les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils ont participé à une négociation qu'ils pensaient être une conversation. Cela ne peut pas être juste, a dit mon père. Il l'a dit doucement, ce qui m'a surprise. Gérald a confirmé que c'était juste. Mon oncle Marc a dit qu'il nous l'aurait dit. Gérald a dit qu'il n'avait pas choisi de le faire. Théo m'a regardé directement pour la première fois ce matin-là. Il n'a rien dit. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui avait oublié votre existence se souvenir soudain de votre nom au moment où un bien était en jeu, vous savez déjà où cela va. Restez avec moi pour cette prochaine partie. C'est la partie que j'ai répétée dans ma tête environ 300 fois et je veux que chaque mot soit juste. Ils n'ont pas attendu longtemps. Mon père a appelé ce soir-là. Il n'a pas commencé par des condoléances, qu'il avait techniquement déjà offertes, bien que brièvement. Il a commencé par « il doit y avoir une erreur ». J'ai dit « Gérald est très précis ». Il a dit « votre grand-père n'allait pas bien vers la fin. Vous le savez ». J'ai dit « j'étais avec lui en septembre, papa. Il était lucide. » Je n'ai pas ajouté, et il a exécuté une fiducie pendant que j'étais là avec un notaire à 9h14 du matin. Il a dit, vous travaillez avec les successions. Vous savez comment influencer une personne âgée. J'ai laissé cette phrase exister dans l'air un instant. J'ai dit, avez-vous quelque chose de précis à alléguer? Il n'avait rien. Théo a appelé 2 jours plus tard. Il a adopté une approche différente, plus chaleureuse, conspiratrice, le ton de quelqu'un qui supposait que nous étions dans la même équipe contre une injustice partagée. Il a parlé de ce que papy aurait voulu. Il a dit que la maison appartenait à la famille. Il a dit que j'étais égoïste, que je laissais ma carrière me rendre froide, que ce n'était pas moi. J'ai dit, dis-moi ce que tu penses que je te dois, Théo. J'aimerais t'entendre dire le chiffre. Il s'est arrêté. J'ai dit, écris-le si tu préfères. Mon adresse n'a pas changé. Mon oncle Marc a envoyé un message texte à 23h43 un mercredi. Le message disait, cette famille t'a fait ce que tu es, et tu vas nous jeter pour une maison. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai classée. Les lettres de mon avocate sont arrivées aux adresses de mon père et de mon oncle le lundi de la semaine suivante. Les lettres détaillaient les billets à ordre. Elles n'étaient pas menaçantes. Elles étaient informatives. Un résumé des soldes impayés, des intérêts accumulés et des options disponibles pour régler la dette. Clair, professionnel. Le ton de quelqu'un lisant un bilan. Mon père a appelé ma mère qui a appelé ma tante qui a appelé ma grand-mère qui m'a appelé et a seulement dit, René, sois prudente. Pas prudente comme, arrête. Prudente comme, ne les laisse pas te voir bouger. J'ai été prudente. L'appel que j'attendais est venu un vendredi. Mon père a dit qu'il y aurait un dîner. Toute la famille au domaine des Platanes. Il l'a dit comme si c'était naturel, comme si la maison était toujours ce qu'elle avait toujours été, un endroit où la famille se réunissait et mon grand-père cuisinait et tout était décidé par les personnes les plus bruyantes de la pièce. J'ai dit que je serais là. Je suis arrivé au domaine des Platanes à 18h avec un dossier en cuir. Mon mari est resté à la maison. Ce n'était pas une soirée pour les témoins de mon côté. Je ne voulais personne à protéger et personne pour qui jouer. La table de la salle à manger était dressée pour 11 personnes. Ma grand-mère était à sa place en bout de table. Mon père était assis à l'extrémité opposée, qui avait été la place de mon grand-père, où il ne s'était jamais assis auparavant. J'ai remarqué que je me suis assis sans rien dire à ce sujet.
Le dîner était presque agréable, ce qui est le plus dangereux. Les gens se passaient la nourriture. Ma tante a demandé des nouvelles de mon mari. Clara a croisé mon regard à travers la table et l'a maintenu un instant. Elle savait que je venais et elle était venue quand même, et j'ai compris ce que cela signifiait. Mon père a attendu que les assiettes soient débarrassées. Puis il s'est levé. Il a remercié tout le monde d'être venu. Il a parlé de Papy Léon. Il a dit les bonnes choses, l'histoire de l'immigration, l'entreprise d'aménagement paysager, la maison du domaine des platanes autour de laquelle la famille avait grandi. Il n'avait tort sur rien de tout cela. Il jouait une version du chagrin qui était aussi un argument juridique et il le faisait bien. Et si je n'avais pas passé 14 ans à lire exactement ce genre de performance dans exactement ce genre de pièce, j'aurais pu être ému. Il a dit, Papy voulait que cette maison soit un endroit pour la famille. Nous le savons tous. Et nous savons tous que certaines décisions ont été prises à la fin. Des décisions que nous avons des raisons de croire qu'elles ne reflètent pas ce qu'il voulait réellement. Il m'a regardé. Nous pensons que la bonne chose à faire est que René le reconnaisse et que nous trouvions une solution équitable ensemble en famille. Théo a hoché la tête. Marc a hoché la tête. Plusieurs personnes autour de la table ont regardé la nappe. Les mains de ma grand-mère étaient croisées sur ses genoux. J'ai dit, puis-je dire quelque chose? Mon père, à son honneur, a dit oui. Il pensait que je me rendais. J'ai ouvert le dossier en cuir. J'ai dit, je veux commencer par l'acte de fiducie parce que je pense qu'il est important que tout le monde dans cette pièce comprenne ce que Papy a réellement signé et quand. J'ai posé le document sur la table et je l'ai fait glisser pour que quiconque le souhaitait puisse voir le sceau du notaire. 14 septembre, 9h14. Il l'a exécuté 6 semaines après la réunion à la maison du lac des Duval, après un examen complet et indépendant par Gérald Dubois, qui le représente depuis 11 ans, et après une évaluation de la capacité mentale par son cardiologue. Qui se trouve dans la documentation justificative derrière l'onglet 2. La table était silencieuse. Les billets à ordre se trouvent derrière l'onglet 3. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai jamais élevé la voix. Mon père a emprunté 340 000 € en 2009. Mon oncle Marc a emprunté 180 000 € en 2014. Aucune des deux dettes n'a été remboursée. Avec les intérêts composés auto-spécifiés dans les billets, que vous avez tous deux signés et qui sont notariés, le solde impayé combiné est de 592 000 €. Les lettres de mon avocate étaient informatives. C'est simplement ce que les chiffres disent. Mon père a dit, René. J'ai dit, je n'ai pas fini. Il s'est arrêté. Papy a laissé une lettre. J'ai fouillé à l'arrière du dossier. Je ne vais pas tout lire, mais il y a une ligne que je veux partager parce que je pense que c'est la thèse de tout ce qu'il a construit et de tout ce qu'il a décidé. J'ai déplié la lettre. J'ai lu une phrase, j'ai donné à ceux qui ont demandé et j'ai laissé quelque chose à celle qui s'est montrée. Personne n'a rien dit. Mon oncle Marc a dit qu'il avait été manipulé. J'ai dit, par qui? Gérald Dubois, son cardiologue, le notaire? Lequel de ces professionnels agréés croyez-vous avoir participé à la manipulation d'un homme de 87 ans? Il n'a pas répondu. Mon père a essayé un registre différent. Sa voix s'est adoucie. Il a dit, ce n'est pas toi, René. Tu as été élevé pour penser à la famille. J'ai dit, je pense à la famille. Je pense à la famille qu'il a construite et aux choses qu'il a décidé d'en faire, et au fait que ses souhaits sont documentés, attestés, notariés et légaux. J'ai fait une pause. Si vous voulez contester la fiducie, c'est votre droit. Gérald peut fournir des références à des avocats appropriés, mais je veux que vous compreniez qu'il y a une évaluation de la capacité mentale. Il y a 11 ans de documentation cohérente en matière de planification successorale et il y a 2 billets à ordre qui seraient soumis comme contre-prétention dans tout litige. Théo a dit d'une voix forte, tu ne peux pas vraiment penser qu'il aurait voulu ça. J'ai placé un document de plus sur la table, une photographie. Papy Léon et moi assis à cette même table en septembre, le jour où il a signé la fiducie. Sa main sur mon épaule. Nous regardons tous les deux l'appareil photo. Gérald Dubois l'avait prise. Il l'avait même suggéré. Il avait dit que c'était une bonne pratique de documenter la signature en contexte. Mon grand-père souriait. Il souriait comme quelqu'un qui venait de terminer quelque chose d'important. J'ai dit, je pense qu'il voulait exactement cela.
Clara a regardé la photographie puis a baissé les yeux sur la table. Mon père s'est assis. Pas de façon théâtrale. Il s'est juste assis comme les gens le font quand la chose qu'il tenait devient trop lourde. J'ai fermé le dossier. Je me suis levé. J'ai dit, je vous contacterai au sujet des billets à ordre. Gérald a les coordonnées. J'ai regardé ma grand-mère, dont les mains étaient toujours croisées sur ses genoux, et dont le visage était celui de quelqu'un regardant une chose se produire qui avait déjà été décidée il y a longtemps. J'ai dit, grand-mère, le dîner était magnifique. Merci. Je suis parti. Je suis rentré chez moi dans l'obscurité, la radio éteinte et les mains exactement à 10h et 2h. Les billets à ordre ont été réglés 8 mois plus tard. Mon père a payé 210 000 €, le principal d'origine restructuré avec un plan de paiement que mon avocate a rédigé et qu'il a accepté sans négociation. Mon oncle Marc a payé 140 000 € aux mêmes conditions. Le reste de chaque dette a été annulé, non pas parce que j'étais obligé de l'annuler, mais parce que la lettre de Papy Léon, que j'ai lue entièrement et seul dans ma voiture sur un parking un mardi soir de novembre, m'avait demandé d'être généreuse là où la générosité était possible. Aucune contestation n'a été déposée contre la fiducie. Gérald avait été minutieux. L'évaluation de la capacité mentale avait été minutieuse. Mon grand-père avait été minutieux. La maison du domaine des Platanes est à moi. La valeur estimée au moment du transfert était de 2,47 millions d'euros. Je ne l'ai pas vendue. Mon père et moi ne nous parlons pas régulièrement. Nous nous parlons brièvement pendant les fêtes et avec la politesse particulière des gens qui ont vu les documents les uns des autres. Il ne s'est pas excusé. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Mon oncle Marc est devenu plus silencieux. Sa fille Clara m'appelle toutes les quelques semaines. Elle envisage de faire des études de droit. Je lui ai donné des listes de lecture. Théo a déménagé à Toulouse. Il a réussi l'examen du barreau et travaille dans un cabinet de taille moyenne spécialisé dans l'immobilier commercial. Je l'ai appris par Clara. Je n'ai rien de spécifique à dire sur Théo. Ma grand-mère a vécu au domaine des Platanes jusqu'à ce qu'elle déménage en résidence assistée 2 ans après la mort de Papy. J'ai passé cet été à restaurer le porche enveloppant. J'ai fait une partie du travail moi-même, non pas parce que j'étais doué pour ça, mais parce qu'il l'avait été et que cela semblait être la bonne façon d'être dans la maison. J'ai trouvé ces livres de comptes au fond du placard du couloir, étiquetés par année, remontant à 1974. Je les ai sur une étagère dans mon bureau. L'argent du règlement, les 350 000 € récupérés des billets, est allé à un fonds de bourse d'études. Papy Léon était venu dans ce pays à 19 ans avec 400 € et un frère. La bourse est destinée aux étudiants de première génération dans le département où il a construit son entreprise. Les premiers bénéficiaires ont été nommés le printemps dernier. Gérald Dubois faisait partie du comité de sélection. J'ai la photographie de la signature de la fiducie sur mon bureau, sa main sur mon épaule. Nous regardons tous les deux l'appareil photo. Gérald l'a prise à 9h22 du matin, 8 minutes après la signature. Mon grand-père sourit. Il savait. Il savait tout le temps. Le truc avec ma famille, c'est qu'ils n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens qui s'étaient construit une histoire confortable sur ce qui leur était dû et qui y avaient vécu si longtemps qu'ils avaient oublié que c'était une histoire. Mon père croyait avoir gagné la maison en se manifestant bruyamment. Il croyait que la visibilité était la même chose que la valeur. Il croyait, je pense, que les gens qui se déplacent discrètement dans une famille, qui paient à temps et révisent les contrats et s'assoient avec le cardiologue et prennent des notes, se déplacent discrètement parce qu'ils n'ont rien d'important à dire. Il confondait le silence avec la concession. Mon grand-père ne l'a jamais fait. Le calme n'est pas la même chose que la faiblesse. Ma famille avait confondu les deux pendant 38 ans. Ce qu'ils ont appris dans le bureau de Gérald Dubois et ce qu'ils ont appris à la table du domaine des Platanes, c'est que la personne qui n'a jamais élevé la voix avait été tout du long la plus dangereuse de la pièce. Non pas à cause de ce qu'elle avait l'intention de faire, simplement parce qu'elle avait fait attention et qu'elle avait gardé les preuves, et que les preuves disaient la vérité. Je n'ai pas pris la maison à mon père. Je l'ai hérité d'un homme qui a décidé avec pleine capacité légale et un notaire et un avocat et une photographie prise 8 minutes plus tard que je l'avais mérité. Il a pris cette décision seul, en son temps, un mardi matin de septembre. Et il a signé son nom et a regardé le notaire a posé le sceau et puis il a demandé à Gérald de prendre une photo. Le papier est permanent. Les gens ne le sont pas.
Il me l'a dit quand j'avais 12 ans. J'ai fait attention depuis.